Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shingeki no Kyojin, sur un format qui va se dérouler en 3 vidéos différentes et que j'ai appelé les inspirations d'Isayama. Oui bon, j'avais pas d'autre idée pour le titre et la créativité n'a jamais été mon point fort. Si j'ai donné ce nom à ce format, c'est car j'ai remarqué, comme vous je pense, la philosophie qu'a voulu instaurer Isayama dans son manga. Il veut montrer que rien n'est noir ou blanc mais plutôt gris, qu'il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants dans son œuvre mais plus des gens avec des bonnes ou mauvaises intentions et qui font subir leurs actes à des gens innocents. Et le meilleur moyen qu'a utilisé Isayama pour retranscrire cette idéologie, c'est de prendre différentes époques de l'humanité en choisissant les pires choses que l'humain a fait. Ensuite, il a décidé de les intégrer et les adapter dans son manga, en prenant bien sûr compte de ne pas prendre parti pour un côté ou un autre. En lisant ou en regardant SNK, j'ai très vite eu cette impression qu'Isayama c'est comme s'il nous lisait une histoire en dessinant son manga. Oui, je te l'accorde, une histoire assez énervée, mais ce que je veux dire par là, c'est que le mec a fait son manga juste comme s'il nous construisait un puzzle, en assemblant morceau par morceau chaque chapitre et en étant parfaitement impartial avec ses personnages. Généralement, les mangaka prennent souvent une valeur ou une idéologie présente à travers le personnage principal qu'il fait combattre contre un antagoniste qui a une idéologie opposée. Comme exemple flagrant, on peut prendre Gosho Aoyama et son manga Détective Conan où il véhicule d'une manière positive la valeur de la justice qui personnellement je trouve trop niais et trop simpliste, que c'est toujours la justice qui gagnera donc faut pas faire de crime ou de délit car il n'y a qu'une seule vérité. Ou sinon Naruto de Kishimoto et sa valeur de la paix où grossièrement il veut montrer qu'être méchant c'est pas gentil et que la haine engendre de la haine et que c'est pas bien. C'est pas pour rien que maintenant on parle souvent de cette blague que Naruto utilise plus le blabla no jutsu contre ses ennemis que des techniques ninja. Lui, Isayama, il s'en fout royalement, il te pose un contexte avec une succession d'événements et il te montre les conséquences qu'ont ces événements, rien à foutre de véhiculer de bonnes valeurs. Et comme j'ai pu le dire plus tôt, Isayama s'est inspiré de différentes époques et différentes sociétés de l'humanité pour faire son manga, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Et pour cette première vidéo, tu l'as vu au titre, on s'attaque à l'île du paradis. Avant de commencer, je préviens quand même au cas où, je vais parler de toutes les choses sur l'île du paradis, donc si tu es pas au minimum à l'épisode 5 de la saison 4, c'est mieux de quitter la vidéo, car il y a risque de spoil. Et je profite également pour ajouter que pour faire cette vidéo, je me suis basé sur mes souvenirs de ma lecture du manga. J'ai pris beaucoup de temps pour me renseigner sur les sujets dont je vais parler, et d'ailleurs je mettrai toutes les sources en description. Mais il se peut donc que pour certains trucs, autant au niveau du manga que de l'histoire dont je vais parler, je risque peut-être de me tromper, de déformer les choses ou d'en parler très brièvement. Donc n'hésitez pas en commentaire à rectifier certains points. On commence avec un petit rappel de ce qu'est l'île du paradis. Quand le 55e roi Karl Fritz a eu possession du titan originel, il a décidé de mettre un terme au conflit sur le continent par remords de ce que ses prédécesseurs avaient fait, et s'est donc exilé sur l'île du paradis prenant avec lui le plus des liens possible. Une fois sur l'île, il a décidé d'utiliser le pouvoir du titan originel pour faire former les 3 murs Maria Rose et Sina à base de titans colossaux. Ensuite, il fera un lavage de cerveau, toujours grâce à son pouvoir de titan, pour faire oublier aux Éliens qui vivent dans les murs la Grande Guerre et toute l'histoire d'avant la construction des murs. Et ensuite, il fera tout pour que ses citoyens ne sachent jamais ça et qu'ils ne rentrent jamais en contact avec les humains du continent. Maintenant que le contexte de l'île est posé, on peut parler de la société qui a été créée, ou plutôt imposée dans les murs. Bon, je pense que tout le monde a compris que la société présente dans les murs est clairement représentative d'une monarchie absolue du Moyen-Âge. On a une famille royale, ici les Fritz, dont le roi est héréditaire au poste dans la famille, qui décide de tout et possède tous les pouvoirs. Le peuple, lui, doit se contenter d'accepter ça et obéir. Mais alors pourquoi je dis que c'est une monarchie du Moyen-Âge ? Déjà car la monarchie existe depuis bien avant le Moyen-Âge, mais c'est vraiment dans cette période de l'histoire qu'elle a vraiment été très présente, et tout simplement car tout ce qu'il y a dans les murs représente le Moyen-Âge, enfin mis à part quelques points qui sont de l'Antiquité, des temps modernes et de l'époque contemporaine. Pour commencer par le plus simple, on peut parler de comment vivent les citoyens. Quand je dis citoyens, je parle vraiment du peuple de base, car pour les nobles qui vivent dans le paradis, leur façon de vivre est très différente, autant pour le niveau de vie, la nourriture dont ils disposent, et le fait que contrairement à la masse, eux vivent dans une zone plus industrielle. Mais bon, c'est clairement le moins intéressant ici, le sujet des inégalités sociales est quelque chose qui a été utilisé plusieurs fois dans les animes, et c'est quelque chose qu'on retrouve toujours aujourd'hui, donc osef de ça. Parler du peuple est beaucoup plus intéressant et il y a plus de choses à dire. Bah déjà, pour la nourriture, niveau cuisine, on remarque que le peuple n'a rien d'exceptionnel comme plat, que du très basique qu'on retrouvait au Moyen-Âge comme du pain, de la viande fumée, du poisson grillé, des légumes et de l'alcool. À eux, les glaces ou les pizzas, ils connaissent pas. C'est ironique car ça existe dans leur époque et c'est ultra bon, mais ils ne sont pas au courant de ça.
Pourtant, ils peuvent demander à Gabi ou ses potes, ils pourront confirmer. Les seuls aliments qui diffèrent de la vraie époque du Moyen-Âge, c'est que dans SNK, on a des boîtes de conserve, des soupes et des ragoûts, alors que dans le vrai Moyen-Âge, ça n'existait pas, car c'est des aliments qui ont été créés bien après le Moyen-Âge, vers les années 1800. Sinon, tout est identique dans SNK, même la façon de manger à l'aide de cuillères et de fourchettes qui existait déjà au Moyen-Âge et qui n'a toujours pas changé aujourd'hui. On enchaîne sur la façon de vivre des citoyens en société. Encore une fois, tout est identique au vrai Moyen-Âge ici. Principalement, les métiers présents dans les murs sont marchands de nourriture, journalistes, marchands de vêtements, de tapis, etc. et artisans. Exactement ce qu'on retrouvait dans le vrai Moyen-Âge en général. Enfin, après, il y a le travail comme la protection militaire et ses différentes divisions, les brigades spéciales qui s'occupent de la protection et qui doivent défendre le roi, la première division qui doit s'occuper d'éliminer ceux qui en savent trop, on va en parler d'eux après, la division anti-humaine gérée par Kenny Ackerman, la garnison et le bataillon d'exploration qu'a inventé Isayama et qui était nécessaire pour son manga, surtout pour le bataillon d'exploration car en fait ça aura une place majeure pendant un bon moment du manga, car c'est eux qui vont lutter contre les titans. Ensuite, niveau hobby pour les citoyens, il n'y a pas grand chose comme dans le Moyen-Âge. Pour s'amuser, les enfants n'ont rien à faire à part jouer à des jeux entre eux. Et oui, ils n'avaient pas de téléphone, pas de console, de PC, d'internet, etc. En bref, rien. Donc pour s'amuser, c'était hyper limité. Nous qui vivons dans une époque où on a différentes options, on peut vraiment être content. Ensuite, parlons de la technologie présente à Paradis qui est totalement en retard sur des décennies par rapport à Mar. Commençons par les armes présentes dans la société. Déjà, pour les armes basiques, on a tout ce qu'on retrouvait au Moyen-Âge, ici par exemple les arcs qu'utilisent les chasseurs comme la famille de Sacha. Tout ce qui est des épées et boucliers n'est pas retranscrit ici, car c'est dans Eldia avec l'histoire d'Ymir. Non, pas celle-là, mais l'ancêtre qui est censé avoir pactisé avec le démon où c'est présent et dont je parlerai dans la vidéo consacrée à Eldia. Après, pour les fusils que possède le bataillon, cette fois-ci c'est des fusils qu'on retrouvait au temps moderne et non au Moyen-Âge. Avec un mécanisme basé de silex qui enflamme de la poudre à canon et qui fait tirer l'arme, c'est littéralement l'équivalent du mousquet qui est une arme à feu qu'on utilisait entre le 15e et le 16e siècle. Enfin, c'est plus l'équivalent visuel on va dire, car le fusil du bataillon utilise le mécanisme pour tirer du fusil à silex qui est une arme qui sera créée au 17e siècle. Ensuite, on a des canons qui utilisent exactement le même mécanisme que les fusils mais qui tirent une boule et qu'on retrouvait également déjà au Moyen-Âge et bien avant. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Isayama s'est inspiré d'époque et n'a pas tout pris et copié pour le mettre directement dans son manga, car il y a des choses qu'il a inventées et rajoutées, et qui n'existaient pas au Moyen-Âge et qui n'existent toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Et oui, car vous vous doutez bien que l'équipement tridimensionnel n'était pas présent au Moyen-Âge, ni au temps moderne et toujours pas aujourd'hui, et que les nations ne se faisaient pas la guerre à base de tranchage de nuques sur l'OP1 de SNK. T'imagines toi si pendant la guerre des croisades ça se serait battu à base d'équipements tridimensionnels? Pour raconter un exploit, ça assurait au calme qu'un soldat a utilisé son équipement, puis a terrassé plus de 200 hommes et a repris un territoire, en mode le max ça aurait été le Levi de la vraie vie. Et oui, car l'équipement tridimensionnel est clairement plus avancé technologiquement que tout le reste qu'ils ont dans les murs, avec ce système utilisant fil d'acier, gaz compressé et des lames en acier renforcées qu'on ne retrouvait pas au Moyen-Âge. Je parle surtout de l'acier renforcé qui sera créé vers les fins 1800 et que dans le manga ils ont trouvé ça dans une grotte ou un délire comme ça je crois. Maintenant, parlons des moyens de transport présents dans Paradis. En fait, là, les seuls moyens de transport qui existent sont des chevaux, soit en étant seul sur un cheval, soit en utilisant 2 chevaux avec une charrette. Non, pas cette charrette, mais celle-là. Bon, il serait temps que j'arrête de recycler les mêmes blagues là. Et il y a aussi les bateaux qui circulent entre les différents districts guidés par des poulies et des rails, souvent utilisés comme bateaux de transport. Ici, ce qui change vis-à-vis des vraies époques de l'histoire, c'est que les bateaux ne sont pas utilisés pour faire parvenir des biens, de l'or ou de la nourriture. Ici, c'est uniquement utilisé pour transporter des gens. Cette fois-ci, Isayama a clairement pris la réalité et l'a mis dans son manga. En même temps, il peut pas inventer tout le temps. Tu voulais qu'il crée quoi? Un skate fait à base de bois et de feuilles? Et pour le reste de la technologie présente, tout ce qu'on retrouve dans SNK n'existait pas au Moyen-Âge, enfin, à part l'imprimerie qui sert aux journalistes habitant dans les murs, et qui existe depuis les années 1450, donc à la fin du Moyen-Âge. Et celui qui a créé ça s'appelait Gutenberg et c'était un Allemand. Décidément, l'Allemagne a l'air de beaucoup plaire à Isayama car on retrouve beaucoup ce pays dans SNK. Ne t'inquiète pas, on va bien en parler sur la vidéo dédiée à Mar. Sinon, le reste a apparu à l'époque moderne, comme pour les ascenseurs à base de poulies et les montres de poche qui a également été créé par un Allemand du nom de Peter Endlein en 1508. Et petit fun fact, il habitait dans la même ville que Gutenberg, soit Nuremberg. Et finalement, parlons de la place importante de l'église dans l'île du paradis. Au Moyen-Âge, l'église était l'État, il fallait suivre et faire tout ce que l'église disait de faire, que ce soit au niveau croyance et comportement à adopter. Et ceux qui allaient à l'encontre de ça se faisaient littéralement fumer. Ceux qui ne croyaient pas à la religion et faisaient des choses considérées comme opposées à l'église finissaient généralement très mal.
Oui, je parle bien de la chasse aux sorcières, donc les gens qu'on traitait de sorciers ou sorcières faisant de l'occultisme et servant Satan. Ah, je peux vous dire que ça allait loin, carrément jusqu'à ça disait que certaines personnes accusées de sorcellerie étaient possédées par le diable. Bon, ça faisait aussi des procès pour juger si la personne faisait de la sorcellerie ou pas, mais généralement la personne accusée finissait par perdre lors de jugements peu objectifs, et le châtiment qui leur était réservé était presque tout le temps d'être brûlé vif, genre comme Jeanne d'Arc. Demandez à Armin, lui qui a vécu ça, je peux vous dire qu'il a pas aimé. Ah oui, et à cette époque, il n'y avait pas de seringue pour vous sauver. Dans l'île du paradis, l'église a pas de position de souveraineté contrairement au roi, mais dispose quand même d'une certaine puissance, surtout avec leur culte du mur. En fait, ici, c'est pas la religion qu'il faut croire, suivre et ne pas remettre en question, mais c'est ce qu'a dit le roi et ce qui est dit sur les murs. Bon, j'ai envie de rajouter également que la famille royale et le roi surtout ont un peu cette image de divinité, limite comme un dieu. Ça m'a directement fait penser d'une certaine manière à la Corée du Nord depuis un siècle avec la famille Kim, car c'est cette famille qui est en charge du pays, enfin de la dictature en place dans le pays depuis environ un siècle, et là-bas tout est contrôlé par le gouvernement. Les gens sont dès leur plus jeune âge endoctrinés à considérer le président actuel et les anciens présidents du pays comme étant des dieux. À part que dans ce pays, si tu oses ne pas penser ça, tu te fais tuer, voilà. Alors que dans SNK, c'est pas une imposition de pensée qui est faite au peuple, mais c'est plus une tentative de faire en sorte que le peuple le pense par lui-même. Le roi Fritz nous a protégés des titans en faisant des murs, il est forcément divin. Tu m'étonnes que le peuple y croit, surtout qu'ils ne savent pas que la vraie famille royale qui s'est renommée en Rice possède le titan originel. Donc c'est normal que d'une certaine façon, cette image de dieu vivant se fasse naturellement dans leur tête pour le faux roi Fritz, du moins jusqu'à que Bertolt et Rainer disent nope et cassent le mur Maria. Bon après sur ce point je sais pas vraiment si Isayama s'est inspiré du cas de la Corée du Nord spécifiquement ou s'il s'est inspiré des dictatures en général. Personnellement ça m'a direct fait penser à la Corée du Nord mais je peux pas confirmer qu'Isayama s'est inspiré de ça à 100%. Bref, revenons à notre sujet de base, donc le roi. Le point essentiel que le peuple doit écouter et suivre sans renier, c'est qu'ils doivent croire et accepter qu'ils sont les seuls humains vivant sur Terre, et qu'en dehors du mur c'est dangereux car il n'y a que des titans qui attendent de manger des humains, donc il ne faut pas s'aventurer hors des murs sauf exception comme le bataillon d'exploration. Déjà juste cette histoire de titans ramène directement au Moyen-Âge, voire carrément avant durant l'Antiquité, car les titans sont présents dans la mythologie grecque comme étant des divinités ayant vécu en Grèce antique, et encore là on peut voir comme Isayama s'inspirait de ce mythe. Dans la mythologie grecque, ils sont 12 titans frères et sœurs, 6 par sexe, enfants d'Ouranos et Gaïa, deux divinités grecques, et ces 12 titans ont différentes particularités, comme Océanos qui était le maître de l'eau, ou Theia qui était créatrice de métaux précieux. Dans SNK, Isayama a repris cette mythologie et son fonctionnement à part qu'il l'a adapté en manga. On passe de 12 titans issus de l'union de Dieu à 9 titans primordiaux contrôlés par des humains dans SNK, et qui peuvent se transformer en titans quand ils le veulent, et qui ont également différentes capacités. Le titan bestial peut faire du baseball avec sa force, le cuirassé a un corps hyper solide, le mâchoire peut tout déchirer et casser avec sa mâchoire et ses griffes, etc. etc. Ce qui change vraiment ici, c'est que les humains qui possèdent le pouvoir d'un titan ne peuvent garder ce pouvoir que pendant 13 ans avant de mourir, malédiction d'Ymir, tu connais l'histoire. Isayama a décidé de rajouter en plus ces titans basiques qui peuvent varier de 3 à 15 mètres de haut et qui sont également des humains de base, à part qu'une fois transformés en titans, ils le restent et perdent leur intelligence, sauf pour les déviants qui sont des titans basiques beaucoup plus dangereux et qui réfléchissent plus. Déjà ça c'est genre putain stylé, mais ce qui est encore plus ouf c'est que c'est vraiment dans cette présence de mythes qu'on peut remarquer que c'est le Moyen-Âge à ce moment dans le paradis. Car à cette époque, les mythes de monstres étaient très présents dans la vraie vie et c'est également le cas dans SNK, à part que du coup dans SNK le mythe devient réalité alors qu'au Moyen-Âge les mythes sont restés des spéculations. Mais on peut noter que cette image de mythe pour les titans, ceux qui habitaient dans le mur Sinat, donc les nobles et le roi, l'ont gardé jusqu'au moment où ils ont été confrontés aux titans. Et du coup, pour revenir sur ceux du peuple qui écoutaient pas le roi et qui étaient contre ou ne croyaient pas à ses dires, bah ils finissaient aussi par mourir. Regardez comme a fini le père d'Erwin car il a dit à son fils que les humains de paradis ne sont sûrement pas les seuls vivants sur Terre et que les habitants du mur se sont fait altérer la mémoire d'une certaine façon et qu'ils ont donc oublié l'histoire d'avant les murs. Il a fini par être torturé et tué par la première division de la police militaire et ceux-ci ont fait en sorte de faire passer sa mort pour un accident. Bon, là le châtiment est totalement différent du Moyen-Âge car dans SNK on te brûle pas, mais tu finis quand même par y laisser la vie. Là, moi, ça m'a plus fait penser au sort qui arrive à ceux qui sont contre ou critiquent les dictatures dans notre époque, genre comme en Corée du Nord, pour revenir sur ça.
Après, vous savez ce qui se passe dans le manga niveau scénario, l'attaque de Mar avec ses titans sur Paradis, le combat de Eren et ses camarades, les murs à reboucher, le renversement du faux roi en place remplacé par une vraie héritière dans Historia, la vérité qui sort au grand jour avec Karl Fritz enlevant le Moyen-Âge à Paradis, ce qui permettra surtout à Eren et ses camarades de comprendre le danger qui les attend, de combler leur retard technologique, de comprendre le contexte de guerre qu'ils vont devoir affronter. L'île du paradis illustre parfaitement une société mal gérée de A à Z entre le fait que le roi officiel est un imposteur qui fait tout pour laisser le peuple dans l'ignorance et fait tout dans son intérêt personnel au détriment de celui-ci une fois la guerre contre les titans débutée, et de l'autre côté le fait d'apprendre que le vrai héritier du titan originel n'allait rien faire et laisser son peuple mourir car c'est pas cool ce qu'ont fait les prédécesseurs du titan, donc faut être châtié et accepter de mourir. Conséquence, tu finis avec un peuple qui se fait massacrer par les titans alors qu'ils ont rien demandé, un usurpateur qui fait son gros connard et des gens obligés de se mettre en danger constamment pour protéger son pays. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai été très étonné par Isayama. Avant de commencer SNK, il a dû passer des heures à se renseigner sur les différentes époques et les sociétés qui ont été mises en place durant ces époques. Donc ici, pour faire l'île du paradis, il a dû passer un bon moment à étudier le Moyen-Âge, l'Église, la monarchie, les temps modernes et la mythologie grecque. Et je trouve ça tellement ouf et limite parfait comme il a intégré ça dans son manga. Dans certains points, il a uniquement retranscrit et dans d'autres points, il a fait en sorte d'adapter et d'intégrer ça dans son histoire, en inventant des choses comme l'équipement tridimensionnel, et la façon dont il l'a fait, c'est tout simplement une masterclass et c'est surtout pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, si dans ton cours d'histoire tu parles de mythologie grecque, du Moyen-Âge ou des temps modernes, dis à ton prof de parler de SNK, au début il risque sûrement de te dire « Mais enfin ça va pas !» Et après m'entendre lu cette vidéo, je pense que bizarrement étudier l'histoire deviendra plus cool. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le j'aime et à t'abonner. La prochaine vidéo, je m'attaque à l'Empire de Mar et je pense qu'elle risque de ne pas arriver avant avril, car en fait là actuellement je lis plus le manga. Enfin en gros, je regarde la saison 4 et ensuite je lis les chapitres équivalents aux épisodes. Et donc j'ai pas envie de parler de Mar si j'ai pas toutes les infos dessus. Voilà. Allez, sur ce je te dis à la prochaine.